Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Je vous emmène aux États-Unis. Pendant une demi-heure, on va aller à Washington. On va aller, je crois qu'il va nous le préciser d'ailleurs, Jean-Yves, à Arlington. Alors, la ville, elle est connue, hein, le cimetière d'Arlington. Oui, on va parler d'une dimension militaire d'ailleurs dans l'activité de l'entrepreneur qui va donc passer cette demi-heure avec nous. En l'occurrence, c'est Orolia. C'est du positionnement stratégique, mais il va nous raconter tout ça, Jean-Yves Courtois. Et pourquoi est-ce que j'ai envie qu'on passe une demi-heure ensemble ? Une fois qu'on aura parlé d'Orolia et de l'aventure de haute technologie qu'il vit et qu'il développe, on parlera justement de la mondialisation, du fait qu'on peut être aux États-Unis et que ça profite à la France. Et puis, parce qu'il est aujourd'hui aux États-Unis, de la façon dont, vous savez, en ce moment de passation de pouvoir en Amérique, la façon dont les Américains eux-mêmes sont en train de regarder ce qu'ils sont. Vous allez le voir, ils sont quand même, inquiets sur leur propre pays. C'est parti les amis, une demi-heure avec Jean-Yves Courtois, le patron d'Orolia. On démarre donc aux États-Unis avec Jean-Yves Courtois, le patron d'Orolia. Salut Jean-Yves. Ravi de te retrouver. Alors pour le coup dans un lieu prestigieux. Tu me disais tu es à Arlington. Franchement, oui. La ville où se trouve le Pentagone. Le nom que tout le monde connaît. C'est-à-dire, oui, c'est ça, le cimetière d'Arlington, en fait, puisqu'on a le cimetière. En fait, c'est une ville, c'est la ville militaire des États-Unis, quoi. Oui, exactement. T'es parti là-bas il y a combien de temps, Jean-Yves ? Je suis arrivé en août 2007, donc bientôt 5 ans, juste avant l'élection de Donald Trump. Alors, d'ailleurs, tu nous diras un petit peu comment ça se passe aux États-Unis. Moi, si je voulais qu'on se parle à nouveau, c'est que, en fait, Jean-Yves Le Gall, le patron du CNES, est venu nous voir il y a maintenant à peu près 3 semaines, un mois, mais d'une manière quasi naturelle, nous a raconté ce dont personne ne parle, c'est-à-dire le succès discret et néanmoins impressionnant de Galileo, du dispositif de positionnement européen Galileo. Et c'est d'ailleurs assez terrible parce qu'on dit le GPS européen, ça n'a absolument aucun sens, bref, de notre Galileo. Et donc, il disait 2 milliards d'appareils aujourd'hui. Donc, les téléphones portables, mais pas seulement, il y a des montres, tournent avec Galileo. Et alors, ça m'a inspiré deux réflexions. La première, donc, c'est que quand même l'Europe n'arrive pas à vendre ses succès, quoi. Enfin, c'est ahurissant que personne ne le sache, parce que je crois que personne ne le sait. Et la deuxième, c'est justement sur le cheminement de l'innovation, parce que Orolia était au tout départ de Galileo. Tu peux me raconter un petit peu la position que vous avez, j'imagine toujours, Jean-Yves, au cœur de ce système de positionnement européen ? Oui, un système de positionnement par satellite, c'est un système d'horloge volante, en fait, puisqu'on détermine sa position en calculant le temps que mettent les ondes radio d'aller du satellite au récepteur GPS. Et nous sommes les fabricants des horloges atomiques de Galileo. Donc depuis l'origine, vraiment depuis 1995, on a travaillé avec l'Agence spatiale européenne pour faire voler ces horloges dans l'espace. Il y en a 4 par satellite et on est toujours le fournisseur de ces horloges aujourd'hui. Et ça n'a pas été simple au début. C'est-à-dire, mais c'est ça qui m'intéresse, Jean-Yves. On a fait des gros titres à partir du moment où, à un moment, sur ces 4, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y en a une ou deux qui n'arrivaient pas à synchroniser, c'est ça, quand le truc est parti ? En fait, c'est des systèmes d'une complexité absolument vertigineuse parce qu'on cherche à se positionner au mètre près en utilisant des objets qui sont à 20 000 km de nous et qui volent à 10 000 km/h. Donc, on n'imagine pas la complexité, c'est un miracle technologique. Vraiment, c'est sidérant que ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. Donc, quand on lance des systèmes comme ça, les satellites, par définition, lorsqu'ils sont lancés, on ne peut pas aller faire la moindre retouche. Ce n'est pas comme un avion qu'on lance et qui a des problèmes techniques qu'on règle au sol. Donc, on a effectivement eu un fabricant de composants a changé ses procédés de fabrication. Les radiations et le stress thermique les ont fait lâcher au bout de quelques années. Et donc, on a vite diagnostiqué le problème et on a changé le design pour éliminer ces sensibilités-là et éliminer ce composant. Et puis voilà, ça fonctionne. Mais comment composant qui avait des faiblesses, c'est tout. Hein. Et en fait, donc ça veut dire c'est la récurrence qui permet. Elles n'ont pas toutes lâché. Et donc, il y a tellement de systèmes de récurrence sur ces satellites, parce que, comme tu le dis, vous n'avez pas pu aller, vous avez fait ça sur la fin de la constellation, mais vous n'avez pas pu faire ça sur ceux qui étaient déjà lancés, c'est ça ? Non, de toute façon, dans le spatial, les gens sont bien conscients de tous ces problèmes-là, et donc il y a de la redondance dans tous les sens. Il y a 4 horloges par satellite,
il y a deux types différents d'horloges, justement, pour que les technologies soient totalement différentes. Et chacune de ces technologies est doublée. Donc, effectivement, il y a une horloge d'un type qui a présenté des faiblesses. Donc, certaines lâchaient, les autres pas. Hein, c'était aléatoire. Mais l'autre type fonctionne. Donc, de toute façon, la mission, elle est assurée malgré tout. Donc, c'est conçu pour faire face à ce genre d'éventualités très faibles. Mais qui Moi, justement, et moi le premier d'ailleurs, hein, c'est pour ça que ça me fait réfléchir sur notre rapport au risque, notre rapport à l'innovation, sur, c'est alors George Bush fils, hein, non, c'était d'ailleurs son ministre de la Défense, qui avait parlé de nous comme de la vieille Europe. On en parlait à ce moment-là, et on en a parlé à ce moment-là pour dire, ah bah vous voyez, finalement, on n'est pas capable de... Et à partir du moment où en fait tout s'est mis à fonctionner comme une horloge, c'est le cas de le dire, ça a quitté les gros titres. Et on oublie maintenant qu'effectivement, quand on est sur un GPS, enfin, je sais pas, je parle à tous ceux qui font du running, par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez sur quel côté du trottoir vous êtes, sur quel côté de la rue vous êtes. Vous ne le saviez pas il y a 5 ans. Alors, ça sert à rien pour faire du running, mais en l'occurrence, c'est grâce à Galiléo. Ça, c'est ça. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on parle des problèmes et pas des choses fantastiques qui sont faites. Galiléo a beaucoup de secrets cachés, en fait, hein, au-delà de ce que les gens voient dans la navigation par satellite, mais que GPS fournissait déjà pas mal. Hein. Il y a plein de fonctions propres à Galiléo qui sont uniques au monde. Hein. Il y a par exemple une voie retour. On peut envoyer des SMS par Galiléo. Ça permet d'accuser réception d'un signal de détresse envoyé, par exemple. On a fait un essai il y a quelques mois en vol. On peut activer à distance une balise de détresse d'un avion grâce à ce message spécial de Galiléo. Ça veut dire que l'avion de la Magellan Airlines, qui a disparu au-dessus de l'océan Indien, personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Si ça se passait aujourd'hui et si on utilisait cette technologie-là, on a démontré que nous, on appuie sur un bouton, on réveille l'horloge, on réveille la balise de détresse et on traque l'avion en vol. C'est une fonction de Galiléo. Il y en a d'autres qui permettent, par exemple, de s'assurer de façon absolument certaine que on reçoit bien le signal d'un satellite Galiléo et pas d'un pirate qui cherche à imiter un signal Galiléo. Donc ça permet de prévenir des attaques cyber faites par ondes radio. Le GPS peut, lui, être soumis à ces attaques. Galiléo, si on utilise un signal particulier Galiléo qui garantit l'authentification des signaux, ça n'arrive pas. Et je pourrais en citer d'autres. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a énormément de fonctions. C'est un système qui a été pensé pour les usagers. C'est un système qui a été pensé pour des usages commerciaux, alors qu'il ne faut pas oublier que le GPS est un système militaire. C'est un système de l'US Air Force et on donne accès à ce système aux civils. Galiléo a été pensé pour les usages, pour avoir un bon impact sociétal et pour des applications déterminées. Donc ça aussi, c'est un avantage énorme. En fait. Mais qui est capable de résister, comme tu me l'apprends là, un certain nombre d'attaques. C'est-à-dire c'est un enjeu de souveraineté qui va devenir fondamental dans les années qui viennent. Tout à fait. Alors, il a les fonctionnalités du GPS, même militaire, hein, mais il en a plein d'autres. Donc c'est vraiment un système qui est fantastique. Hein. C'est le meilleur qui existe aujourd'hui. Hein. Bon, mais alors, on va aller sur ton activité, sur l'activité d'Aurelia et sur ce que tu fais à Arlington. C'est-à-dire, alors tu as parlé toi-même hein, de balises de détresse, de positionnement critique. En fait, c'est ça, Aurelia. Est-ce que tu peux le préciser? Au départ, et la première fois qu'on s'est parlé, c'était oula. Ça va nous rajeunir ni l'un ni l'autre. C'était en fait les horloges atomiques. Et des horloges atomiques, tu t'es diversifié sur le positionnement ultra critique. Oui, exactement. Nous, en fait, ce que l'on fait, c'est que tout le monde voit bien à quoi le GPS sert aujourd'hui, mais le GPS a des faiblesses. C'est un système, comme j'ai dit, miraculeux, mais il utilise des ondes radio qui sont très très faibles quand elles arrivent sur le sol, puisqu'elles arrivent de si loin dans l'espace. Elles sont extrêmement faibles, donc c'est facile de les brouiller, c'est facile aussi de les manipuler. Comme je disais, des pirates peuvent en fait prétendre être un satellite Galiléo ou GPS, et ça pose des vrais problèmes pour les applications critiques qui peuvent être attaquées. Donc nous, notre métier, en fait, ça consiste à aller ajouter des couches de sécurité par-dessus le GPS, de sorte que dès qu'il y a un problème sur les signaux GPS, on les détecte et on trouve une parade, on trouve une alternative au GPS parfois, pour être sûr que le système va connaître sa position ou son temps. Donc notre métier, c'est ce qu'on appelle le PNT, positionnement, navigation, timing, résilient. Résilient à tout type d'attaque, de bugs, parce qu'il y a aussi des bugs dans les systèmes Galileo comme GPS. Il y en a eu un gros dans le GPS il y a quelques années qui a interrompu les réseaux télécoms. Donc ça arrive régulièrement. Nos systèmes sont complexes, non parfaits, l'européen comme l'américain. Et quand ça arrive, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact trop critique sur les infrastructures critiques. Mais comment est-ce que, alors, parce que là, ce que tu me décris nous éloigne de, enfin ou pas, j'en sais rien, tu vas me dire ça justement, de ce que tu faisais et de ce qui était en partie ton cœur de métier, on va dire il y a 4-5 ans maintenant,
qui était de la balise de détresse, par exemple, pour les navigateurs. Alors, les balises elles-mêmes sont une niche, effectivement, parce que c'est un exemple où il faut trouver une position dans un moment critique, où il y a des vies en jeu. Donc, on se repose sur le GPS, mais pas seulement, par exemple, parce que le GPS n'est pas assez robuste, on ne peut pas le recevoir suffisamment vite, suffisamment bien dans certaines circonstances. Donc, il faut trouver une alternative. Donc, les balises, c'est un exemple où on utilise GPS et un autre système, en fait, qui s'appelle Cospas-Sarsat, qui est un autre système satellitaire. Et on a plein d'applications comme ça où en fait, lorsqu'il est absolument indispensable en toutes circonstances de connaître sa position ou le temps, généralement à un millionième de seconde près ou un milliardième de seconde près, ça ne se fait pas tout seul. Et il faut combiner différents capteurs, différentes sources de PNT qui peuvent être des signaux satellitaires, des signaux terrestres, des fibres optiques, des centrales inertielles, des horloges atomiques. Donc en fait, on s'est diversifié dans tout ce panel de sources de positionnement de navigation thermique que l'on sait combiner dans des solutions élaborées de manière à donner un niveau de fiabilité et de précision aussi bon que possible. Et donc l'ensemble de ce que tu me décris, de cette technologie, maintenant ça appartient aux Américains en fait. C'est à partir du moment où toi, tu es parti aux États-Unis pour travailler avec l'armée américaine, hein, c'était ça le sujet. Moi, j'aimerais comprendre à travers toi, en fait, le cheminement de l'innovation dans la mondialisation. Tu vois un peu le truc, ça fait un colloque de 4 heures, mais c'est ça qui m'intéresse, Jean-Yves. C'est un problème fondamental et qui est mal compris et mal appréhendé, je trouve, par les gouvernements, la France comme les autres. En fait, il faut bien comprendre que dans la high-tech, la différence, c'est ça, tout le monde peut l'entendre, ça se fait par la R&D, d'accord, la puissance de feu qu'on a avec des ingénieurs pour penser et développer les bonnes technologies. Une entreprise a vocation à faire de l'argent quand même pour pouvoir vivre et se développer, donc elle ne peut pas dépenser plus que ce qu'elle gagne. Et donc, ça veut dire que plus on a de chiffre d'affaires, plus on peut investir en R&D et faire la course en tête. Plus on est gros en chiffre d'affaires, plus on va être innovant, dominant et mener la course en tête. Donc, quand on est une entreprise innovante comme nous, de technologie, il faut aller chercher le maximum de marché possible à partir des technologies dont on dispose. Il se trouve que, dans le domaine que je décris, le plus gros marché est aux États-Unis. Donc, c'est un fait. Le marché américain est beaucoup plus efficient que le marché européen. Les Américains dépensent plus dans la défense que les Européens, etc. Il y a des raisons comme ça qui font que, dans ce domaine-là, le plus gros marché est aux États-Unis. Donc, je suis allé aux États-Unis pour développer mon entreprise et pour que, en gros, son chiffre d'affaires représente la structure du chiffre d'affaires de ce secteur au niveau mondial. Donc moi, j'ai 60% de mon chiffre d'affaires qui est fait aux États-Unis parce que mon marché mondial est à 60% aux États-Unis. Donc je ne fais que refléter la structure du marché. Après, si je me mettais un drapeau français dans le dos en disant je veux rester qu'en France, en fait, je mourrais et je serais un acteur de deuxième ou troisième rang parce que je n'aurais pas le chiffre d'affaires nécessaire pour innover. Maintenant, dans la pratique, on développe les technologies qui sont les technologies duales de façon complètement ouverte, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, ça ne change rien. Ce sont des technologies qui ne sont pas soumises à la restriction d'exportation. Toutes nos plateformes technologiques, notre IP appartient à Aurelia, beaucoup est fait en France en réalité, mais aussi en partie aux États-Unis. Ces technologies-là servent pour les banques, pour les data centers, pour la défense, pour le spatial, pour plein d'applications différentes. C'est uniquement quand on a besoin de faire un développement spécifique pour une application militaire particulière, des fois des marchés classifiés, qu'on fait ça dans des entités juridiques très spécifiques, des équipes très spécifiques qui ont l'habilitation défense, qui ont la bonne nationalité et qui vont développer des technologies qui vont être régulées par les États et qui on pourrait qualifier appartenir à la France ou appartenir aux États-Unis. Mais 95% de la propriété intellectuelle d'Aurelia est libre et globale. Une boîte à texte, ça vit dans le monde global, ça va chercher son marché là où il est, et c'est comme ça qu'on est leader. Donc moi, si demain matin, le marché européen devient plus gros que les États-Unis, je mettrai évidemment le paquet sur l'Europe. Et c'est d'ailleurs ce que l'on fait. On parle de Galileo, qui est un écosystème naissant encore très largement, où il y a plein de choses qui vont se faire, et comme je l'ai dit, des choses très bien et très originales. On met beaucoup d'efforts en ce moment pour se positionner sur les nouveaux contrats R&D de la Commission européenne qui sont liés à l'écosystème Galileo. Et on a gagné pratiquement tous les contrats du monde PNT résilient dont je parle en Europe. Donc on va être le leader européen de ce secteur quand l'écosystème Galileo va atteindre sa pleine maturité. Jean-Yves, une fois qu'on dit ça, et c'est super clair et super intéressant,
est-ce que néanmoins, il n'y a pas aussi quand même dans ta démarche, toi, de chef d'entreprise, d'aller se mettre là où il y a une forme de dynamisme que peut-être tu ne ressens pas si tu diriges une boîte de tech aujourd'hui en Europe? Tu comprends, c'est ce terme qu'on emploie dans le Sud à propos des sources, ça gisque. C'est-à-dire, hein, quand tu vois l'eau qui sort de terre comme ça, est-ce que tu vois une dynamique qui est néanmoins différente, un rapport au risque qui te fait toi-même peut-être une sorte d'effet de levier dans l'enthousiasme? Oui, bien sûr, ça existe. Moins que ce qu'on pourrait penser par certains côtés, parce que les États-Unis doutent beaucoup d'eux-mêmes aujourd'hui vis-à-vis de la Chine, etc. Donc, mais néanmoins, effectivement, la culture des employés aussi et la culture des grands clients, des grandes entreprises, et regardant notamment les petites, est très très différente de la France. Donc c'est vrai que c'est plus facile ici. D'accord? Aux États-Unis, c'est plus facile, c'est plus rapide. On n'est pas regardé de haut, on est regardé sur ce que l'on fait, sur ce que l'on a. Une entreprise petite aux États-Unis, c'est une entreprise qui va devenir grande. D'accord? C'est pas un petit qui a besoin d'être aidé et de protéger sous les ailes. Non, voilà, on laisse les choses se développer et le marché est beaucoup plus simple d'une certaine manière. Il est très intégré, alors que l'Europe, c'est une myriade de marchés nationaux, des langues, des normes, des habitudes aussi et des psychologies différentes. Et puis, c'est un marché qui est moins compétitif, en fait. Les marges sont plus fortes. Le marché européen, c'est très compliqué. C'est pour ça que je dis, comme nous, on est une boîte européenne, quand on réussit en Europe, on a plus de facilité aux États-Unis d'une certaine manière, parce que c'est très dur en France. C'est-à-dire, celui qui survit en Europe, c'est un héros. Ouais, c'est ça. Quand on réussit en France, on réussit partout en Europe. Quand on réussit en Europe, alors pour le coup, on est les. Ouais. Mais c'est un peu vrai, hein, hélas. Non, non, mais c'est intéressant. Alors, on l'a pas dit, hein, c'est à peu près, tu m'as dit 100 millions d'euros de chiffre d'affaires Aurelia, mais oui. Quand tu es parti aux États-Unis et quand l'armée américaine a décidé de faire confiance à Aurelia, c'était pas 100 millions, c'était 3 fois moins, je me trompe pas. En fait, on a grandi beaucoup, on a doublé de taille aux États-Unis, on a doublé l'effectif des employés américains en 5 ans. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est plus simple ici, il n'y a pas de doute, et puis le marché est plus mature et à nouveau, il est plus grand. Donc, de toute façon, c'est toujours mieux d'être focalisé là où il y a beaucoup à manger, quoi. Dernier point sur lequel je voulais t'entendre, puisque tu baignes là-dedans, tu l'as dit d'une phrase, les États-Unis doutent d'eux-mêmes. Oui. Je voulais avoir un petit peu ton point de vue sur le climat là-bas, particulièrement à Washington, au moment où on est sur cette passation de pouvoir. C'est vrai que moi, je suis arrivé aux États-Unis avec un peu le rêve que tu évoquais, parce que c'est un peu mythique, les États-Unis, notamment pour les entrepreneurs et de la high-tech. J'ai trouvé un pays différent de ce que j'avais imaginé. Je dois dire que c'est moins glamour que ça n'a été. C'est un pays qui, comme on le sait, doute pas mal de son avenir, qui a les mêmes phénomènes que l'on voit dans beaucoup de pays. Chez nous, ça a été les gilets jaunes. Aux États-Unis, il y a eu le phénomène Trump, le populisme, etc. C'est évidemment des choses qui minent, je veux dire, l'ambiance. Et les Américains, maintenant, ont beaucoup plus de doutes. Les Américains étaient considérés comme étant arrogants. Je trouve qu'ils ne le sont pas vraiment. Ils sont plutôt vraiment inquiets, je dirais, sur comment tout ça va évoluer, s'ils vont s'en sortir. Ils sont un peu malades de leurs inégalités, quand même. Aussi, la pandémie a révélé toutes les faiblesses pratiquement du système américain de façon extrêmement spectaculaire. C'est rajouter à ça les problèmes de racisme systémique. Donc ça fait quand même beaucoup. Pour un pays de digérer tout ça, le phénomène Trump, ça ne va pas sortir du populisme. Donc l'ambiance. Face à ça, il y a cette tech triomphante dont on parle nous, enfin tu le sais d'ailleurs Jean-Yves, dont on parle nous tous les jours, c'est-à-dire tous les jours c'est la puissance de Google, d'Apple, d'Amazon, Google, Amazon, on va dire, voilà les deux vrais gros géants qui sont à nouveau les deux grandes puissances mondiales. Donc ça suffit pas à les rassurer en fait. Non, pas du tout. Non, mais surtout qu'il y a beaucoup de doutes sur maintenant les réseaux sociaux. Hein, Facebook, ici, la réputation. Quand même. Oui, mais c'est pour ça que je ne les citais pas, en fait, ceux-là. Je me concentrais plus sur Google et sur Amazon qui me semblaient des puissances technologiques irrattrapables. C'est plutôt l'exception. On ne le sent plus. C'est vrai que d'Europe, on voit les Airbnb, on voit tous ces trucs-là, mais ici, non. C'est pas ça qui ressort. Notamment dans les cercles que moi je fréquente, un peu plus gouvernementaux. C'est plutôt
le constat qu'on a pris du retard, qu'on se fait doubler, qu'on est lent, les ratés du début de la pandémie, ça révèle. Mais en Amérique, normalement, on est devant tout le monde, on donne l'exemple à tout le monde, et là, c'est plus le cas. Donc, il y a quand même une forme de réveil et de malaise. Et face à ce malaise et à cette incertitude, il y a une partie des gens qui se réfugient dans le populisme, dans les solutions simplistes qui vont faire qu'empirer les choses, et il y a une autre partie des Américains qui en prennent bien conscience, et puis il y a quand même l'espoir, avec le changement de présidence, de trouver, disons, sur ce chemin de crête, une voie de sortie vers le haut qui est possible. Il ne faut pas non plus négliger la capacité des Américains à se réinventer. C'est une société qui est absolument impressionnante de ce point de vue-là. Je veux dire, la précarité, quelque part, du système crée un inconfort qui met les gens toujours prêts à faire quelque chose qui fait sens pour s'en sortir aussi d'une certaine manière. Donc il y a une flexibilité, une capacité de se réinventer. Je veux dire, si vous voulez réinventer un avenir sur les technologies propres, se mettre des défis comme ça, avec la puissance du dollar, la capacité d'innovation, ça irait. Je veux dire, ce qui l'émine le plus, c'est je dirais, cette polarisation extrême des gens, cette espèce de gangrène populiste qui est difficile à éliminer. Mais s'ils arrivent à dépasser ça, ils rebondiront et ils peuvent reprendre le lead. Mais ils ont oublié ça. Eux-mêmes, ils se le disent peu. Ils ne le pensent pas, ils sont un petit peu quand même dans cette phase de choc, un peu désorienté. On verra comment l'évolution de la pandémie et puis l'administration Biden va reprendre des choses en main. Moi, je pense qu'il y a un espoir et on pourrait être surpris positivement aussi. Merci Jean-Yves. Merci pour tout ça. Jean-Yves Courtois, donc, le patron d'Aurelia, qui était notre premier invité sur Bismart. Jean-Yves Courtois, le patron d'Aurelia, donc sur Sud Radio. Les amis, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.